Retour avec notre invité, Dr Kamal Godallah, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous posons la question, le terrorisme, que ce soit en Europe ou partout dans le monde, finalement, à qui la faute? Et je profite de votre présence puisque vous êtes professeur à une des plus importantes institutions au monde du sunnisme, Al-Azhar. Justement, les institutions religieuses, quel est leur rôle dans ce combat et dans cette formation du terrorisme? Bon, en fait, pour le terrorisme, il a plusieurs causes et plusieurs raisons, en fait. Ce n'est pas seulement, si vous voulez, les déviations religieuses, ou bien, par exemple, le fait de ne pas être très attaché à la religion. Oui, ça fait partie de causes, mais ce n'est pas la seule cause, en fait. Les institutions religieuses ont un rôle très prépondérant à jouer. Mais il y a aussi des inconvénients pour jouer ce rôle-là. Premièrement, vous avez par exemple la partie consacrée à tout ce qui est religieux dans les programmes scolaires, surtout scolaires puis universitaires. Je ne parle pas par exemple d'une partie théologique qui pourrait faire une sorte de peut-être différent ou bien litige entre les musulmans et les non-musulmans. Je parle justement de ce qu'on peut appeler les éthiques générales qui sont l'acquis commun de toutes les religions. Il faut les ancrer. Même c'était la même proposition que j'avais déjà lancée aux autorités françaises quand j'étais imam à l'époque. Je disais qu'on pourrait par exemple enseigner une matière de moralité et d'éthique dans toutes les religions et cela ne touchera jamais en fait le caractère laïque de l'État. Donc je parle ici de cette dimension qui occupe la religion dans le programme scolaire. Elle est très minime, elle n'est pas à ajouter sur le total, en fait, pour le bac. Comme vous le connaissez très bien, on est obsédé par le total, le score, donc quel total pour accéder à quelle faculté, soit par exemple la médecine, langue, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire les facultés, grandes facultés, les sous-métiers en fait universitaires. D'autre part aussi, il faut faire une révision de la part des institutions religieuses pour, par exemple, les objectifs. Quel enseignement religieux pour quel objectif? L'objectif essentiel doit être la coexistence pacifique entre toutes les souches de la société, non seulement les musulmans et les non-musulmans, même parmi les musulmans eux-mêmes, parce qu'il y a un musulman libéral, par exemple, il y a un autre musulman qui est très pratiquant, il y a un musulman modéré, donc on pourrait en fait faire vivre cet amalgame en fait. Et ça, vous pensez que cet esprit-là n'est pas visible dans les programmes scolaires des pays arabo-musulmans ou du moins en Égypte? Je crois qu'en fait il y a des îlots séparés, il n'y a pas ce dispositif qui pourrait regrouper tous les pays arabes sur enseignement religieux quelconque. En Égypte, par exemple, nous avons à Al-Azhar, une institution purement académique qui s'intéresse à étudier et puiser aussi les sciences religieuses, mais on n'a pas encore en fait cet esprit de simplification de matière religieuse pour qu'il soit à la portée de tout le monde. Également, il y a parmi en fait les hommes de l'Azhar des gens très modérés, instruits, très ouverts, qui ont aussi reçu leur apprentissage, une partie de leur carrière à l'étranger. Ce n'est pas seulement moi, par exemple, mais il y a des centaines. Même dans les facultés de théologie, de la charia aussi, il y a des gens qui étaient éduqués et formés à l'étranger et qui ont l'esprit très ouvert. Mais une bonne partie aussi sont encore enfermés dans ce qui est patrimonial. Oui, le patrimoine, c'est très important, mais c'est pour les spécialistes. Mais pour les masses populaires, ce qui intéresse, c'est quoi? C'est de simplifier les choses et aussi de mettre l'accent sur ce qui pourrait être tangible et compréhensible pour tout le monde. Et finalement, et c'est aussi très important, quelle attention accorde l'État à Al-Azhar? Je crois que ce n'est pas encore à la hauteur en fait des enjeux. Parce Alors, je ne parlais pas que de l'Azhar, mais bien sûr de toutes les institutions religieuses. On va revenir vers vous, Dr Kamal, mais je reviens avec vous, Volkart, pour parler justement de ces frontières européennes poreuses. C'est-à-dire que d'un pays à un autre, il suffit qu'un criminel, peu importe un terroriste ou pas terroriste, il suffit qu'un criminel passe d'un pays à un autre pour être, si vous voulez, pas gracié, mais enfin ne pas être vraiment inquiété par la justice. On met un certain temps pour savoir que telle ou telle personne finalement est dangereux et le temps que la transmission de données est effectuée, il est déjà trop tard. Et la conséquence, ce sont ces attentats qui se sont déroulés. En tout cas, la coopération entre les services
allemands, français, même égyptiens, j'en suis sûr, et turcs à un certain degré, pas complètement, avec les Grecs, c'est très facile, a déjà éprouvé que le système fonctionne malgré tout. Les grands nombres, personne avec l'idée d'un bon jour, on va témoigner l'immigration, une fuite de millions de personnes. En même temps, on les accepte, pas de grands problèmes. En même temps, je crois aussi que jusqu'à maintenant, en Allemagne, par exemple, nous avons plus que dans une année, nous avons plus qu'1 million 200 réfugiés, dont la majorité c'était des Syriens. Mais aussi, il y a jusqu'à maintenant plus que 120 000 personnes qui se trouvent déjà en Allemagne et ils ne sont pas encore enregistrés. Nous n'avons pas encore leur nom, quelle est leur origine. Et c'est pourquoi on se demande pourquoi ne pas établir des listes jusqu'à ce que nous sachions qui se trouvent chez nous. Parce que dans la fin des choses, quelques-uns, c'est très peu de gens, mais quelques terroristes sont infiltrés en Europe, même quelques criminels. Mais en tout cas, c'est un peu un trop grand danger, parce que maintenant, tous les services européens et arabes concernés sont au courant et ils coopèrent. Oui, et on a parlé, on va... Et en même temps, c'est pas une question de la région islamique, personne ne dit qu'il ne comprend pas l'islam, parce que les valeurs de l'islam n'acceptent pas de choses pareilles. Bien entendu. Et on parlait même des chefs d'État parlaient d'un FBI à l'européenne, mais on va en parler tout à l'heure. Alors là, on a parlé un peu d'immigration avec vous, et c'est vrai que tout de suite, on a tendance à accuser le coup, à accuser donc ces immigrés qui viennent la plupart de la Syrie, ou du moins passent par la Syrie ou par la Turquie. Mais il y a d'abord... dans le recensement des terroristes, il y a des gens, des 100% nationaux, c'est-à-dire du bon produit du terroir, si je puis me permettre, et ces gens-là se sont radicalisés. Docteur Kamal, vous étiez imam, par à titre personnel, vous étiez imam d'une mosquée en France. Cet islam radical, comment vous l'avez vu à votre... D'abord, ça s'est passé il y a combien de temps et comment vous l'avez vu? Bon, premièrement, en fait, on était tout à fait régulier, on était tout à fait, en fait, on travaillait conformément à la loi des associations de bienfaisance, donc, parce qu'il s'agit d'une association de bienfaisance. La loi de 1903 en France, oui, c'est bien ça, oui. 1903, mais en fait, j'ai insisté, moi, personnellement, sur 1901. 1901, en fait, c'était plus tolérable que la loi de 1903, parce que après 1905, c'était un peu rigide, en fait. C'était rigide, pourquoi? Parce qu'on a en fait empêché l'État à financer catégoriquement n'importe quelle institution religieuse, ce que je trouve injuste pour les musulmans, parce qu'ils n'ont pas des biens de main morte, comme par exemple les chrétiens, comme les juifs, parce qu'ils sont récents relativement en Europe, donc n'ont pas le moyen pour financer leur lieu de culte. Donc, ils ne veulent pas se donner les moyens. J'ai vécu en France, oui, je sais ce que c'est. Donc, parce que la loi, c'est quoi la loi? En fait, c'est quelque chose qui pourrait répondre aux besoins de la société. Donc, s'il y a de nouveaux besoins, donc il faut soit amender les lois, soit par exemple promulguer de nouvelles lois. Donc, c'est d'après mon point de vue. Ce que dit toujours Mohamed Harkoun. Oui, c'est un homme formidable. Oui, Mohamed Harkoun, c'était très ouvert en fait, mais il était très réaliste aussi. Donc, oui, je le salue très bien parce qu'il faisait... On a besoin des gens pareils. Oui, il faisait partie de la commission Stasi. Hein, si vous vous rappelez, en fait, dans les années, je crois, 2002, peut-être, pour le voile, le foulard de musulmans. Donc, on freinait en fait n'importe quel islam radical, non seulement radical, mais salafiste également. Parce que les salafistes, ils essayaient de s'infiltrer en masse des musulmans là-bas, en fait, parce qu'il était financé par peut-être d'autres pays. Donc, Excusez-moi, comment on freinait?
Oui, je vous dis comment on freinait. J'avais établi un programme en fait hebdomadaire. Ah, donc c'est à titre personnel, vous ne me parlez pas de... À titre Ah, personnel. donc ce n'est pas le ministère de l'Intérieur français. D'accord, c'est vous à titre personnel qui... D'accord. C'était un exemple en fait à généraliser. Elle était susceptible d'être généralisée. Parce que je vous dis comment. Chaque jour, par exemple, il y avait une mission peut-être de la sunna de prophète, de l'exégèse du Coran, peut-être de l'histoire islamique, de valeurs et tout cela. Donc on a rempli toute la semaine par des causeries, d'une part, d'autre part, j'étais toujours à la disposition de tous les croyants, même si j'étais déjà à ma maison, par exemple, un jour de congé, ou peut-être après la dernière prière de nuit. Donc, j'ai jamais raccroché mon portable, je recevais toujours des appels s'il y a un problème. Je pourrais me déplacer en personne au lieu de ce problème-là. Donc, j'ai visité la plupart des maisons de prière avec moi, la mosquée. J'avais des relations très étroites avec toute la communauté musulmane, aussi avec le gouvernement français. Oui, le préfet, le commissaire. Mais justement, avec votre proximité, comment vous avez vu l'islam radical se développer? Est-ce que vous étiez imam dans une banlieue ou en centre-ville? C'était à Bagneux, en fait, donc 92. Saint-Denis? Non, Bagneux, oui, le Bagneux, c'est pas Saint-Denis, mais c'est Antony, plutôt. Ah, bon, c'est dans 92, oui. Sa préfecture, Antony, et la préfecture de Haute-Seine 92 à Nanterre. D'accord, ce n'est pas non plus un quartier chaud, mais enfin en tout cas c'est quand même, ça fait partie d'une banlieue où il y a... Oui, mais c'était seulement parce qu'en fait il s'agissait d'une mosquée très très centrale, parce que c'était Bagneux, c'était Arcueil, c'était Cachan, c'était aussi par exemple Fontenay-aux-Roses, c'était Vanves, Malakoff, et tous les alentours jusqu'à Porte d'Orléans et même jusqu'à Massy-Palaiseau. Avec moi, il y avait des gens qui venaient de Massy-Palaiseau pour faire la prière de vendredi. Ah, même dans la ville d'Avray, il y avait une cellule. Oui, oui. Donc, pourquoi l'islam radicalisé, ou bien entre guillemets radicalisé, se développe? Parce que ce sont les moyens. Vous avez pas mal de personnes qui financent des mosquées, qui créent des mosquées, qui financent les imams et l'association. Donc, c'est lui qui paye le joueur, donc c'est lui qui choisit la mélodie. Hein, donc, c'est connu. Malheureusement, j'ai parlé avec les Français en leur disant que vous pouvez, par exemple, le nommer l'imam. Ce n'est pas comme un imam parce que c'est contre la loi, mais comme un assistant social, comme ceux que fréquentent, par exemple, les prisons et les autres centres pour améliorer, en fait, le caractère et l'attitude des personnes. Donc, sous n'importe quelle dénomination, vous pouvez, par exemple, embaucher plusieurs imams et vous pouvez faire aussi, par exemple, interviewer, faire des tests ici, soit par exemple en Égypte, soit en Tunisie, soit en Maroc. Excusez-moi, je vous coupe, mais vous avez dit que en fonction de celui qui payait, l'islam se radicalisait plus ou moins. C'est-à-dire, vous pouvez juste développer cette partie-là? Qui payait finalement? Pas d'islam comme islam. Oui. Quelques interprétations. Ah oui, non, mais oui, on est bien d'accord. Non, il faut le dire. Si vous voulez franchement la vérité, il y a des hommes d'affaires saoudiens qui financent de telles activités. Donc c'est franchement parce qu'en fait, on n'a plus le temps, par exemple, pour nos d'Européens ici et là-bas. Il faut dire la vérité. Il y a pas mal de salafistes de l'Arabie saoudite, surtout de l'Arabie saoudite. Je me permets de vous dire, le roi, j'ai fait la connaissance personnelle, le roi Abdallah ce n'est pas le gouvernement. Alors attendez, oui. disait la même chose, en ouvert. Oui, oui. Donc lui, il C'est souffre. que vous dites, le roi saoudite lui-même, le gouvernement saoudien souffre de mêmes soucis. En fait, ce n'est pas seulement nous. Ce n'est pas une attitude gouvernementale de l'Arabie saoudite. Mais il y a des hommes d'affaires, en fait, par amour de l'islam, par amour de la religion, ou peut-être par idéologie, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a plusieurs attitudes. Ils procèdent à financer des lieux de culte, ou bien des créer de lieux de culte, tout en exploitant, par exemple, la dispersion de musulmans qui ne sont pas toujours capables à acheter de terrain. Il y a aussi, par exemple, des municipalités en France qui sont très très tolérables, qui ont octroyé le terrain gratuitement, ou peut-être une location, un euro symbolique pour 99 ans. 99 ans. Oui, donc il y a d'autres communautés, d'autres municipalités qui sont... C'est-à-dire quand ces hommes d'affaires finançaient quand ces hommes d'affaires saoudiens, comme vous le dites, finançaient les mosquées, je veux dire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils emmenaient des imams avec des caractères... Oui, normalement. Mais d'où? Oui. De l'Arabie saoudite même elle-même? s'il n'arrive même... Non, pas forcément de l'Arabie saoudite. Mais il pourrait, si vous voulez, en fait, encadrer des Algériens, des Marocains,
normalement, il n'y a aucun Égyptien parmi eux, parce que l'Égypte, c'est l'Azhar, donc ils n'ont pas besoin de wahhabisme ou de salafisme. Mais non, 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 non. En Égypte, on est très bien protégé, en fait. Et, Par l'Azhar. oui, par l'Azhar. Donc, il pourrait, par exemple, faire venir en Arabie Saoudite des étudiants algériens, surtout algériens, entre guillemets, très peu de Marocains, peut-être jamais de Tunisiens, parce que les Tunisiens sont ouverts aussi. Et ils les enseignent de principes salafistes, je ne sais pas quoi. Donc, lorsqu'ils reviennent en France, ils deviennent des imams financés par les hommes d'affaires de l'Arabie saoudite, saoudiens. Donc, je ne parle pas de gouvernement. Oui, bien sûr. Vous avez également, par exemple, j'ai parlé avec un collègue du département d'anglais chez nous. Elle m'a dit qu'un centre islamique, je ne sais pas, peut-être en Suisse ou je ne sais pas, peut-être aux États-Unis, on l'a appelé pour aller passer le mois de Ramadan là-bas pour donner de causeries. Mais on lui a posé la question, est-ce que vous êtes étudiant, je ne sais pas, de Cheikh Mohamed Hassan, de Mashaq al-Houini, je ne sais pas, il leur dit, mais j'y suis de l'Azhar en fait. J'ai passé une partie de ma vie de mes études à l'Azhar et une autre formation aux États-Unis. Donc qu'est-ce que vous entendez? Ils ont dit non, 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 ce sont les cheikhs crédibles pour nous. Donc vous pouvez juger à quel point on est dans un cas où... Alors, à quel point, parce que j'ai envie de passer à M. Vinfo, mais à quel point les jeunes de cité confrontés à ces imams à tendance à idéologie radicaliste, à quel point ils peuvent être une menace? Il constitue une menace normalement parce que, comme vous le connaissez très bien, on est toujours en quête de la connaissance sur le jeu. S'il y a une connaissance très bien ordonnée, d'accord, s'il n'y a pas, on va chercher une connaissance que j'appelle, entre guillemets, clandestine, informelle. C'est ça le problème. Ouais. Et alors, justement, en comparant avec les immigrés, parce que tout de suite, on va accuser le coup, oui, il ne faut plus accueillir des migrés, c'est de leur faute, c'est eux qui viennent polluer. Bon, voilà. je vous dis. Ouais. Il faut le mentionner aussi, que quelques pays, quelques gouvernements en Europe ont toléré l'existence de quelques cellules radicales. Par exemple, ce fameux Abu Hamza al-Masri a été toléré. Abu Hamza al-Masri, c'était l'imam à Londres. Il est très radical. Et incroyable, je l'ai entendu, j'ai parlé, interviewé, et je me demandais